une entreprise au début, tu vas la penser sur un scope peut-être assez réduit et que très vite ce scope va être trop étriqué et que c'est à mon avis l'un des rôles du marketing de voir toujours un petit peu plus large, donc d'être un petit peu plus ambitieux sur le long terme sur ce qui peut être fait. C'est relativement simple de faire du marketing en France puisqu'en gros tu sais que quand tu as couvert Paris et la rive droite de Paris, le sentier plus la défense, tu as peut-être déjà couvert 90% de tes clients. T'arrives aux US, d'un coup c'est une histoire différente. Il faut parler de toutes ces directions marketing qui se sentent obligées de faire de l'AI parce qu'il y a un énorme FOMO. On va avoir le board ou le C-level qui va venir te demander on fait quoi avec de l'AI. Tu te retrouves à courir un peu dans tous les sens en mode ah merde, il faut que je mette de l'AI partout quoi. Le contenu blog, contenu long généré par IA, j'ai l'impression de lire quelqu'un qui fait de la langue de bois en fait. Mais ouais, c'est clair, c'est de l'eau tiède à chaque fois quoi. C'est des longues phrases, mais il n'y a pas vraiment d'infos. C'est un peu ça, mais on sait pas vraiment. Donc voilà. Tu lis le truc et t'es en mode oui, qu'est-ce que tu veux me dire là? Je comprends pas très bien où tu veux en venir en fait. Et c'est vraiment ça quoi le contenu IA. Non, mais j'aime beaucoup cette idée d'exponentielle, de gestion de la frustration. J'espère que le titre de ton podcast, ça sera pas le CMO frustré. Je suis sûr qu'on trouvera autre chose. Romain, mon invité du jour, a connu la vraie hypercroissance. Après avoir été VP Marketing chez Dataiku, il a connu le passage de 25 employés à 3000. Il est aujourd'hui Head of Marketing chez Pigment qui vient de lever 88 millions de dollars. Alors, si vous ne connaissez pas Pigment, il s'agit d'une plateforme de suivi de business plan utilisée par des entreprises comme Airtable, Klarna, Miro, Deliveroo ou Figma par exemple. De beaux succès et une belle croissance, ça éveille forcément ma curiosité. J'ai donc invité Romain pour nous partager les coulisses derrière les chiffres. Dans cet épisode, on revient sur les stratégies mises en œuvre entre nécessité de la performance court terme et volonté de créer une marque puissante sur le long terme. Quelle est leur stratégie de contenu et comment ils gèrent l'attribution de leurs efforts marketing. On aborde également les défis d'un CMO français dans une entreprise visant le marché nord-américain et bien d'autres sujets. Mais avant de commencer, pensez à liker, vous abonner et donner 5 étoiles. Je compte sur vous. Bonne écoute. Ok, donc Romain, toi, avant Pigment, ou Pigment, encore une fois, parce que boîte internationale, je le rappelle, tu étais chez Dataiku, tu as vécu le passage de 25 à 3000 personnes. Côté market, c'est quoi les différentes grosses étapes que tu as pu voir? C'est quoi un peu le playbook que tu as vécu? C'est vrai que j'ai rejoint Dataiku, j'étais l'employé 20 ou 25 je crois en 2015. J'avais une expérience marketing très faible, il faut bien le reconnaître. Et la seule chose que je cherchais à l'époque, c'était une capacité à apprendre beaucoup et avoir le champ libre en termes de créativité, en termes de pouvoir tester beaucoup de différentes choses. Et le marketing, c'était un petit peu imposé comme une évidence pour moi. Et j'ai eu la chance de rentrer chez Dataiku où je me rappelle d'avoir négocié mon salaire à la terrasse d'un McDo avec Florian Douetto, qui est encore CEO aujourd'hui. C'était une autre époque pour moi comme pour l'entreprise. Mais c'est vrai que de voir aujourd'hui où elle en est, où elle se prépare, les prochaines étapes dans le futur, c'est assez impressionnant. Si je reviens sur la transition ou le passage que j'ai vu quand j'y étais, on est vraiment passé de cette entreprise franco-française à cette espèce de monstre, si je puis dire, ou cette énorme entreprise internationale. Et au niveau du marketing, ça s'est ressenti, si je puis dire, pas forcément par un coup, mais de manière très douce, si je puis dire, très smooth. Je suis pas en train de te dire qu'il n'y a jamais eu de coup de pression, que ça n'a jamais été compliqué, mais je pense qu'on a eu la force au marketing, et notamment notre leader marketing, qui est toujours en place chez Dataiku, ce qui dit aussi beaucoup sur la stabilité et la vision long terme de Dataiku. 8 ans de tenure, c'est quand même pas tout à fait anodin. D'essayer de construire le marketing pour un temps year plus one, year plus two. C'est-à-dire qu'en gros, dès qu'on était en 2015-2016, on essayait déjà d'adresser notre vision du marketing comme si on était une plus grosse boîte. Un exemple très concret, donc en 2016, ça faisait 1 an qu'on était là, on s'est dit on va organiser notre flagship event. Flagship event, tu le sais, un gros événement propriétaire, une journée, des clients, des partenaires, beaucoup de monde. À l'époque, on devait avoir des clients enterprise sérieux qui se comptaient sur les doigts d'une main ou de 2 mains. Et donc, tu sais bien, quand tu veux faire un flagship event, il faut que tu fasses parler beaucoup de clients. Mais on s'est dit, on le tente quand même, on y arrive. Et donc, au début, c'est toujours stretch, mais c'est-à-dire que le moment où tu le délivres au marketing, c'est généralement le bon moment pour ton entreprise, puisque en marketing, il faut que tu aies limite 1 an d'avance sur ce que tu veux faire, quoi. Et donc ça, c'est vraiment, je sais pas si c'est un playbook, mais c'est un truc que j'essaie aussi de faire chez Pigment, de se dire qu'on essaie de se comporter comme si on était encore beaucoup plus gros qu'aujourd'hui, pourtant on est déjà plutôt pas mal, pour pouvoir être prêt quand on va livrer nos trucs, nos activités, nos initiatives, nos visions, notre messaging, nos campagnes, avec le stade de maturité qu'aura atteint l'entreprise. Et je pourrais te donner plus d'exemples avec plaisir, mais c'était vraiment un des trucs qui a permis au marketing chez Dataiku de s'adapter et d'être toujours dans le bon tempo par rapport à l'évolution du GTM ou de l'entreprise. Et c'est marrant, tout début, tout vrai, en sachant pas trop si on disait Pigment. Et on a eu quasiment un problème similaire avec Dataiku.
Dadaiku en français, c'est assez agréable, ça sonne plutôt bien. Quand tu vas dans un marché anglo-saxon, c'est imprononçable. Et on était Dadaiku, enfin, j'en vais plus sur quoi on a fini. Mais c'est ce genre de petit exemple qui te montre qu'en fait, une entreprise, au début, tu vas la penser sur un scope peut-être assez réduit et que très vite, ce scope va être trop étriqué et que c'est, à mon avis, l'un des rôles du marketing de voir toujours un petit peu plus large, donc d'être un petit peu plus ambitieux sur le long terme sur ce qui peut être fait. Ok. Et bon, il y a quand même un truc sur Dataiku là que tu viens de dire, c'est en revanche, vous étiez déjà sur quelques clients enterprise assez tôt dans la vie de la boîte en fait. Ouais, et c'est un truc que je vois aussi chez Pigment. On parlera de Pigment un peu plus en détail, hein, mais en gros, dans ces deux entreprises, quand je suis arrivé, on était encore sur une approche très SMB, Small et Medium Business, une approche relativement transactionnelle avec les comptes, où on était sur des paniers moyens, toutes choses étant égales par ailleurs, relativement réduits, cycle de vente 3-6 mois max. Et en fait, très rapidement, la compagnie, l'entreprise se stretch, si je puis dire, ou réussit à saisir ses premiers clients enterprise. Souvent, c'est des clients, c'est des entreprises enterprise, mais au-delà de ça, c'est des personnes au sein de l'entreprise qui croient vraiment en toi, qui ont vu le potentiel de ton produit et qui sont prêts à prendre un pari. Chose, enfin, relativement ok, enfin, pas si risqué que ça, mais c'est quand même plutôt avec une personne à l'intérieur de l'entreprise que tu vas faire du business et ça va être ta porte d'entrée pour commencer à grandir et t'étendre à l'intérieur de ces différents comptes. Et c'est peut-être on parlait de playbook tout à l'heure, mais tu vois, un des premiers trucs pour aller up market enterprise, c'est être capable d'avoir ces testimonials de customer enterprise. Et c'est très compliqué au début. Imaginons que tu vendes à un des leaders mondiaux de la banque, par exemple. Ça va être très compliqué de faire valider en interne la prise de parole du client sur un use case, un événement, etc. Une des solutions qu'on avait trouvées pour éviter ça, c'était pas tellement s'adresser à l'entreprise en tant que telle, mais s'adresser à l'individu, le mec qui avait acheté ta solution, le mec ou la femme parfois, ça arrive aussi dans la tech, et de les faire témoigner dans un univers plus restreint vers d'autres prospects, des prospects enterprise, et ainsi un peu commencer à évangéliser. Même si tu sais bien, quand tu es une petite boîte et que tu as demandé à un monstre financier d'accepter de faire un témoignage pour toi, ça va être extrêmement douloureux et ça prend énormément de temps. Ouais, ok. Mais cette porte d'entrée vers le enterprise, pour toi, c'est bon, d'abord trouver un peu la personne qui a une affinité potentiellement avec ton produit, le secteur, etc. Et ensuite, c'est le testimonial en fait. C'est essayer d'obtenir la validation du testimonial de cette personne et c'est ça qui derrière va venir ouvrir les autres portes. Ouais, là c'est la vision customer marketing au lien du marketing, mais je pense que c'est une bonne illustration de la manière dont tu marches petit pas après petit pas. Je ne l'ai pas mentionné jusqu'à là parce qu'on est dans le cliché du marketing, mais évidemment tout ça ne fonctionnerait pas si on n'avait pas un produit d'élite. C'est le cas chez Dataiku comme c'est le cas chez Pigment aujourd'hui. Mais ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'en fait il y a vraiment une espèce de théorie des petits pas pour aller up market. Qui prend du temps, qui est pas toujours facile à expliquer ou à articuler en interne et qui va porter ses fruits dans 1 ou dans 2 ans. À cet égard, Dataiku, ça a pris peut-être un peu plus de temps. Pigment, c'est assez impressionnant de voir le pivot que ça a pris en moins d'1 an en termes de taille d'ACV, de taille de customer, etc. etc. Ok. Et comment ça s'est fait? Alors, on va peut-être rentrer dans Pigment, mais... On peut en parler de Dataiku, parce que moi je suis déjà parti, pardon. Non, mais aucun problème. Mais du coup, là, moi, ce que je m'étais noté, c'est en 1 an chez Pigment, donc je m'étais noté des chiffres qui ont été partagés publiquement, donc c'est pour ça que je me permets, hein, mais c'est qu'en 1 an, l'ARR a été multiplié par 3, il y a eu 88 millions de dollars de levée, vous avez doublé le nombre de clients. Comment on a fait? Comment vous faites en fait? Voilà. Et surtout, voilà, ça c'est les datas qui sont publiques, mais ce que tu viens de partager sur le fait que l'ACV a augmenté, vous adressez des clients plus gros, et que ce pivot que toi tu avais pu voir chez Dataiku, là il s'est fait de manière beaucoup plus rapide. Ouais. Comment ça se fait? C'est une bonne question. Je pense que dans les deux cas, et c'est le dernier parallèle que je ferai entre les deux entreprises, puisqu'elles sont très différentes également, on est sur un marché qui était dominé déjà par des situations d'oligopole, voire quasi-monopole à certains endroits, par des acteurs qui datent, dans le meilleur des cas, des années 2000, et donc qui ont complètement loupé le passage, par exemple, à la collaboration. À la capacité pour chacun dans l'entreprise de pouvoir utiliser le software. Et on voit bien ça dans les années 2000 ou 90, même en IT, software, c'est vraiment des experts et ça reste avec des experts. Aujourd'hui, on veut que tout le monde dans l'entreprise puisse participer à cette motion. Donc dans tous les cas, c'était des marchés un petit peu sclérosés, pour être tout à fait sincère, sur lesquels il y a une idée forte qui arrive, de la collaboration, de la simplicité. Je ne vais pas te faire le pitch produit, mais en tout cas, quelque chose de plus fort pour les utilisateurs. Et donc c'est un marché qui est, toute chose étant égale par ailleurs, relativement plaisant en termes de marketing,
puisque finalement, on est souvent dans une dimension où il faut montrer à quel point ton produit, ton offre est nouveau, mieux, plus développé, plus avancé. Et face à toi, tu es souvent avec des players qui n'ont pas forcément pris le virage des dernières années, pour être sincère. Qui vont, par exemple, être un peu collés à une image très C-level, très mâle blanc, dominant. Enfin, des gens qui ont un peu laissé passer le train du changement de mon point de vue. Et donc c'est assez intéressant quant au marketing d'être capable de montrer cette valeur et d'essayer de te différencier le plus fort possible en jouant cet angle, de mon point de vue. Et excuse-moi, c'était une longue réponse à ta question. Pas de souci. Mais à la fin de la journée, ce qui fait vraiment la différence pour moi, c'est la capacité à faire réaliser en interne qu'il est temps de changer de braquet. Et ça, tu le fais par le messaging, bien sûr, on pourra s'en parler un peu plus tard, par la manière dont tout ton GTM va engager tes cibles. Donc tu vois, tu vas passer d'une approche purement transactionnelle à une approche beaucoup plus customer-centric, où tu vas pas tant que ça parler des features de ton produit, ou pas que des features de ton produit, mais plutôt de la proposition de valeur globale que tu vas apporter. Et côté marketing, c'est le moment où il faut que tu te donnes l'ambition de lancer des projets qui font un petit peu peur. Parfois, là, chez Pigment, on est en train de mettre la dernière main au rebranding global de la marque, du site web, de la plateforme de marque, du logo, enfin de beaucoup de choses. C'est un projet qu'on a commencé il y a 9 mois qui est compliqué, c'est clair, mais qu'on a probablement été bien inspiré de lancer il y a 1 an, puisqu'on va pouvoir le lancer au meilleur moment de mon point de vue, et ça sera une fois de plus en parfait accord avec là où on devrait être aujourd'hui. Ok, très bien. Donc là, tu as beaucoup mentionné des sujets de messaging, etc. Du coup, j'imagine qu'en interne, il y a dans la team market, notamment la partie product marketing, j'imagine qu'il y a un gros poids sur ces sujets-là. Ouais, le product marketing, c'est quelque chose que je faisais un petit peu chez Dataiku, mais que j'ai vraiment découvert à une bien plus grande amplitude chez Pigment. C'est fascinant, d'abord parce que les gens qui y sont très intelligents, mais ça, c'est la moindre des choses que j'attendrais de mon équipe. Mais au-delà de ça, il y a vraiment cette espèce de motion double avec le product marketing, où d'un côté, tu vas prendre les features du produit, les releases du produit, et essayer de les packager pour en faire du sens en termes de message et de communication. Donc ça, on pourrait appeler ça, enfin j'appelle ça un flow downstream. Donc on prend le produit et on le market au marché. Et il y a l'autre flow dans l'autre sens qui est plutôt upstream, où ce département de product marketing est capable de voir les tendances sur le marché, l'écosystème, la compétition, les partenaires, etc. Et de remonter toutes ces informations à la team produit pour être capable d'informer, d'influer sur la stratégie de développement du produit. Et c'est vrai que c'est un truc dont j'ai vraiment découvert l'efficacité chez Pigment, qui permet de sortir beaucoup plus vite les features qui sont pertinentes, qui a permis de se dire que quand on voulait upmarket, il fallait accélérer, il fallait mettre l'accent sur la robustness, la capacité à scaler pour les utilisateurs, la capacité à savoir parler le langage des équipes IT. Et je pense que c'est un atout extrêmement précieux pour Pigment aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ça a été un élément qui a participé aussi au fait que ce pivot... Ce pivot upmarket, il a pu se faire de manière plus rapide ? Oui, carrément. Il y a vraiment une prise en compte très très rapide de l'effet de marché, si je veux dire, ou de la manière dont nous on veut se positionner et de la manière dont on voit les autres se positionner, qui a eu un impact très très clair sur le sujet. Donc en gros, pour résumer, messaging, évidemment. Après, il y a tout notre positionnement ou notre ambition marketing, où on va passer d'une accélération très très forte de nos activités dans toutes les géos, une expansion très forte géographique. On a un peu l'impression de jouer à risque de temps en temps, mais c'est ce qui fait partie de la valeur. Et je pense que pour Pigment, il y a un troisième qui est un petit peu hors du marketing, mais pas tant que ça, qui est vraiment la relation avec les VC. La CEO de Pigment, Eleonore Crespo, est issue elle-même du monde des VC, des venture capitalistes, et elle sait parfaitement comment travailler avec eux. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup des premiers clients de Pigment qui ont été liés à de la recommandation, de la connexion, du network. Et aujourd'hui, Pigment a beaucoup de clients en référence dans la tech, des très gros clients qui sont arrivés notamment par ce biais. Okay. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point c'est une entreprise qui a su tout à fait leverager son réseau de manière très 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 approfondie. Et tu disais, oui, c'est un petit peu en dehors du market, mais d'une certaine manière, le market peut contribuer à ce truc-là quand même. Bah oui, carrément. On organise plein d'événements avec les VC, beaucoup de mise en relation. On cherche toujours à connecter nos différents interlocuteurs dans l'univers des VC. Donc oui, bien sûr, ça fait partie du scope du marketing, mais je pense que ça fait partie du genre de projet que tu vas mener en front avec ton CEO, bien sûr. Qui sont particulièrement intéressants, particulièrement challengeants aussi, bien sûr. Ouais, bien sûr. Tu parlais de la partie internationalisation, parce que moi, du coup, un des points que je voulais qu'on aborde, c'était, voilà, vous avez eu des chiffres hyper impressionnants en 2023. Comment est-ce que vous allez faire pour atteindre des objectifs qui, j'imagine, sont tout autant, voire peut-être plus ambitieux sur l'année à venir ? Et du coup,
parmi les leviers qui permettent d'atteindre cet objectif, j'imagine qu'il y a l'internationalisation. Et donc, comment est-ce que vous arrivez à gérer ce déploiement, quoi? Ah ouais, mais c'est un énorme enjeu pour Pigment, hein, comme toutes les entreprises franco-françaises au début, qui gardent une très grosse partie de leur team produit et R&D en France grâce à l'excellence des talents qu'on a. C'est vrai que traverser l'Atlantique, arriver en Amérique du Nord, c'est un vrai pari, un vrai challenge, mais en même temps, on sait qu'il faut aller là-bas pour y arriver. Chez Dataiku, comme chez Pigment, j'ai vu ce pari réussir, puisqu'on était capable d'embaucher les bonnes personnes très très vite. Et ça semble un petit peu bidon de le dire comme ça, mais tu vois vraiment la différence quand tu as un leader GTM local qui est averti et qui sait y faire, versus quand tu arrives, tu as un player français, tu connais pas forcément grand monde, les gens ne te connaissent pas forcément. Pourquoi est-ce qu'ils iraient travailler pour ton entreprise dont ils arrivent à peine à prononcer le nom? Et je pense que dans les deux cas, c'est un truc que Pigment et Dataiku donc aussi ont très très bien su faire en ayant des joueurs locaux extrêmement importants, extrêmement intelligents et qui sont capables très vite d'avoir suffisamment de conviction pour influer la roadmap produit, mais même la roadmap GTM totale. On voit souvent dans ces entreprises un espèce de disconnect entre les deux côtés de l'Atlantique. Tu vas avoir le bureau parisien et les New-Yorkais ou les Californiens, etc. Je pense que la force de Pigment, c'est que là, on a réussi à maintenir une unité globale de l'entreprise et qu'on est réaliste sur le fait que c'est aux États-Unis qu'on veut focuser nos efforts, puisqu'on sait que c'est là qu'on va y arriver, en fait. Et ce pari, pour moi, il est réussi quand tu acceptes l'idée que tu vas investir énormément, de manière pas vraiment parallèle avec ton investissement en Europe, mais c'est juste la réalité du marché et les entreprises qui ne sont pas prêtes à sauter ce pas n'y arriveront pas aux US, de toute évidence. C'est en partie pour ça qu'il y a eu une grosse levée qui a été réalisée l'année dernière? Absolument, il faut de l'argent pour embaucher des bonnes personnes, il faut de l'argent pour... je crois qu'aux États-Unis, cette année, on a une quarantaine d'événements. Rien qu'aux États-Unis, mais je te parle pas du Canada où on fait aussi pas mal de choses. Ah oui, d'accord. C'est pas Nord-Amérique, c'est États-Unis. Oui, carrément. Donc énormément d'efforts. On est sur une approche aussi. Je me rappelle dans mes jeunes années, c'est relativement simple de faire du marketing en France, puisqu'en gros, tu sais que quand tu as couvert Paris et la rive droite de Paris, le Sentier plus la Défense, tu as peut-être déjà couvert 90% de tes clients. Tu arrives aux US, d'un coup, c'est une histoire différente. Donc il faut aussi faire des choix géographiques, où est-ce qu'on y va, où est-ce qu'on met l'effort et quelle intensité d'effort on met pour réussir. Et c'est vrai que les premières années, c'est souvent des investissements à fond perdu, mais par définition, c'est des investissements qui vont ramener leurs fruits. J'ai été très heurté par la réflexion sur Paris, moi qui n'habite pas Paris. Il y a beaucoup de bons business à faire à Grenoble, on a dit. Hein. Non, mais en plus de ça, je veux dire, je suis pas de Paris, mais force est de constater que quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit ah oui, non mais d'accord, ok, c'est hallucinant quoi. Et franchement, ce modèle d'organisation jacobin français, il est unique au monde. J'ai fait l'expansion en Europe aussi quelques années auparavant. Tu arrives à Londres, bon, il y a déjà encore beaucoup de business à Londres, mais c'est quand même déjà un petit peu plus éclaté. Et après, le pire, c'est quand tu essayes d'attaquer Dar, donc Allemagne notamment, où tu te rends compte avec horreur qu'il n'y a pas une ville, mais qu'en fait, il y en a 15 et qu'il va falloir faire des choix. C'est un bon entraînement pour se préparer à aller aux États-Unis après. oui, j'imagine. Ouais. Ok, et donc on a parlé de l'internationalisation, sur l'atteinte des objectifs, etc. Sinon, c'est quoi globalement le plan? C'est quoi les principaux leviers, tout ça? En gros, la stratégie Pigment au marketing cette année, elle est relativement simple, elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est brand awareness, brand footprint, on peut pas s'en parler plus en détail, mais finalement un exercice relativement classique. Et comment est-ce qu'on fait surnager la marque, comment est-ce qu'on la fait exister, comment on la fait se différencier, et comment est-ce qu'on livre un discours qui nous permet d'être audible dans un univers qui est très rempli, pour être sincère. Donc ça, c'est mon 1, et je reviendrai dessus après si tu veux. Mon 2, il y a vraiment ce focus sur être un acteur local fort. Dans mon organisation marketing, j'essaie toujours d'avoir des geo-leaders, quelqu'un qui va être responsable South EMEA, North EMEA, North US, enfin, t'as compris quoi, pour avoir une connexion très forte avec les local sales leaders. Et je trouve que c'est vraiment la force d'une organisation marketing au début, quand t'es en phase de croissance très très accélérée, de rester sur une organisation locale forte, pour garder une connexion forte avec les leaders locaux sales, pour être capable d'avoir aussi cette alternance entre les campagnes globales, donc ton messaging global que tu veux pousser en worldwide, et les campagnes locales, c'est-à-dire les opportunités particulières que tu as remarquées sur un territoire particulier. Tu vois, par exemple, chez Pigment, on a 3 grosses campagnes cette année qui poussent différents use cases ou différents usages de Pigment auprès de nos populations. Et en local, au UK par exemple, ou en France, on va avoir 7 campagnes supplémentaires sur une verticale particulière.
ou sur une persona particulière qui pourrait être intéressée, puisqu'on sait qu'au niveau local, ça fait du sens. Et vraiment, cet aspect local, il est extrêmement important pour moi, puisque comme ça, tu as la force d'avoir un mastodonte marketing global qui va délivrer sa campagne, ses grandes initiatives, et tu gardes l'agilité d'une petite boîte en croissance où tu peux vraiment faire des choses relativement customisées pour tes géos locales. Et je pense que c'est une des forces de ce modèle, de mon point de vue. Donc, awareness, local. Et le troisième, c'est scale. Scale, ça a l'air joli comme ça, mais en gros, concrètement, ça veut dire qu'on est capable de... Le marketing est capable de sortir de son périmètre et va mettre probablement autant d'énergie, si ce n'est plus d'énergie, sur la relation avec le reste du GTM. Donc chez Pigment, ça va être BDR, AIS et Team Growth. On pourra s'en parler plus en détail. Mais en fait, c'est vraiment se dire que c'est pas suffisant d'être un très bon département marketing, de shipper ses trucs, de faire ses bons events, etc. Mais qu'en gros, cet effort, il est perdu si tu n'es pas capable de le faire activer et leverager par le reste du GTM. Et je pense que c'est un des trucs les plus précieux que j'ai appris chez Pigment, dans une motion, dans un playbook inbound qui est très différent de celui que j'ai pu connaître par le passé, où tout seul on n'existe pas, il faut réussir à casser les silos avec BDR, Growth et AI, c'est compliqué puisqu'on a différents objectifs, différentes visions, mais c'est vraiment la clé pour le succès. Et donc très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les campagnes qu'on organise, en fait, on met limite plus d'énergie à s'assurer qu'elles sont activées par les BDR, la team growth, que de se prendre la tête pendant des heures sur c'est quoi le budget en paid qu'on va mettre derrière pour pousser nos pubs sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'on essaie de définir des cas d'usage sur lesquels on peut travailler de manière plus proche avec les team growth et une BDR. Typiquement, on parlera d'AI après, c'est promis. Typiquement, sur l'activation des ventes, sur la manière dont on peut être beaucoup plus précis, sur la manière dont on engage nos audiences avec certains outils. Et pour moi, vraiment, c'est la clé de passer d'un département marketing qui fait très bien le taf, mais qui reste un petit peu sur son île, à vraiment un vrai acteur de la relation GTM. Je pense que ça, je peux le lier à mon complexe d'infériorité ou de supériorité, je ne sais pas comment on peut dire. Dans le B2B, en SaaS, les stars, ça va toujours être les sales. Et le marketing va toujours courir derrière. Enfin, moi, j'ai une anecdote assez rigolote. Il y a quelques années, quand j'étais chez Dataiku, ça faisait 1 an que j'y étais. Il y avait la télé qui passait pour faire un reportage. Et donc, le CEO fait une visite guidée de tous les locaux. C'était très cool à l'époque. Et donc, il ouvre la porte de notre bureau marketing. Il dit « Ouais, là, c'est le marketing. C'est eux qui font les stylos et les réseaux sociaux, quoi. » Et il sait que je n'en veux pas. Et depuis, son avis a beaucoup évolué. Mais je pense qu'au marketing, en B2B SaaS, il faut toujours se battre contre cette vision un petit peu simpliste du marketing. Et un des outils que j'ai trouvé chez Pigment, en tout cas, c'est de passer énormément de temps avec les BDR, la Team Growth et les AI pour être sûr qu'on n'est pas dans notre coin. C'est un peu violent, la réflexion. Elle est un peu Moi violente. Ou la sienne, ouais. La sienne est très violente. Ah ouais, franchement. Wow. Et on était dans notre bureau, tous en train de taper, machin, il ouvre la porte, il dit c'est eux qui font les stylos et les goodies. La violence. C'est bon, c'est un bon wake-up call sur ce que tu dois faire pour changer après. Hein. Ouais. Ok. Du coup, après, vous avez fait des kakémonos. Voilà, on s'est un peu diversifié. On a fait des bonnets. Des affiches. On s'est. Super heureux. Mais c'est un bon exemple de se dire est-ce que le marketing, finalement, c'est juste le département qui va shipper, qui va produire des trucs, que ça soit une landing page, un event ou un bonnet. À la fin du game, c'est la même chose. Ou est-ce que c'est un vrai player qui est intégré avec tes objectifs de pipe, des AI, des BDR? Et je pense que c'est un poil plus intéressant de mon point de vue. Oui. Non, puis c'est bon. Je voulais qu'on aborde le côté, historiquement, boîte très portée par l'outbound, mais portée par les sales de votre côté. J'ai l'impression que le playbook est aussi un peu en train de changer, donc voilà. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth, et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc. Ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Et du coup, comment est-ce que ce changement de culture très sales, on bascule vers une vision un peu plus large, un peu plus marketing, et notamment avec de l'investissement dans la brand, etc. Ouais, c'est compliqué.
Parce que là, je pense qu'on arrive un petit peu à un des points les plus importants pour moi au marketing, qui est vraiment la balance entre le long terme et le court terme, comme tu dis. Quand je parle avec mes interlocuteurs sales ou GTM, eux, ce qui les intéresse, c'est les objectifs à la fin du quarter. Et c'est normal. Moi, c'est une partie des choses qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est aussi me demander où est-ce qu'on sera dans 2 ans, quelle vision on sera capable de proposer à nos interlocuteurs, partenaires, clients, prospects, etc. Et cette balance entre les deux, elle est assez compliquée, puisque ton investissement long terme, tu peux le monitorer, tu peux sortir des KPI, on en a plein, on pourra s'en parler plus tard si tu veux, mais à la fin du game, ça sera jamais aussi fort que montrer qu'à la fin du mois, il y a 2 nouveaux OP qui viennent de tomber grâce au marketing. Et donc c'est un petit peu compliqué, puisque tu te bats avec un peu une main attachée dans le dos, où montrer ta valeur sur le short terme, c'est relativement simple à faire, montrer ta valeur sur le long terme, c'est une autre histoire. Ouais. Et en face de toi, tu as des interlocuteurs qui sont rationnels, Dieu merci, et qui veulent optimiser. C'est assez logique dans cette période, quoique c'est peut-être un changement d'époque par rapport au début de ma carrière. Et donc en gros, ce que je vois et ce qui est court terme, c'est facile. Ce qui est plus long terme et que tu as du mal à m'expliquer ou à me montrer, c'est une autre histoire. Et la balance entre les deux, donc elle va régulièrement être en défaveur de cet impact long terme, qui est au marketing, on le sait, la meilleure manière de se tirer une balle dans le pied. Mais il faut passer énormément de temps à faire beaucoup d'éducation sur toutes les choses que tu fais qui ont un impact que tu ne vois pas forcément aujourd'hui. Mais peut-être pour te donner un exemple très concret. Chez Pigment, une des motions marketing qui cartonne, c'est les live demos. Donc c'est du bottom of funnel webinar toutes les semaines où on va faire une démo de l'outil avec un SI et on prend les questions à la fin. Donc tu t'en doutes, hein, c'est une motion qui s'adresse à des gens qui sont déjà assez bas dans le funnel, qui sont quand même plutôt connaisseurs de Pigment. Et donc bien sûr, sur le papier, c'est ça qui va driver le plus de conversion et qui va générer le plus d'enthousiasme chez les BDR, chez la growth, puisque c'est un outil très simple à activer. Et à côté, moi, j'essaie de passer beaucoup de temps sur notre top of funnel messaging. J'oserais plus parler de webinar de white paper en 2024 dans un de tes podcasts, Jordan, mais où on va essayer de créer ces touchpoints qui sont très top of funnel, où l'impact va être diffus, c'est le moins qu'on puisse dire, et va probablement prendre beaucoup plus de temps. C'est difficile de montrer la valeur de cet investissement long terme, c'est difficile en face de gens qui, dans leur rêve, le marketing est juste là pour shipper des trucs bottom of funnel qui permettent de convertir les gens et d'en faire des clients. C'est qu'une petite partie de notre scope, mais c'est vrai que c'est un enjeu très très fort. Ok. En plus de ça, vous levez de l'argent, donc j'imagine que la relation au VC, comme tu le disais, et avec une CEO qui vient de ce milieu VC, naturellement, il y a aussi cette volonté de performance court terme et le ROI, etc. Comment est-ce que toi, dans ta position, tu arrives aussi à gérer les attentes des différentes personnes? Ah ouais, c'est clair. Bon, déjà, la première nouvelle, c'est qu'on a la chance d'avoir des interlocuteurs intelligents quand même. Oui. Que ça soit les VC ou notre CEO, c'est des gens qui comprennent qu'il y a un impact court terme et un impact long terme. Mais c'est vrai que souvent, tu vas demander aussi un petit peu d'avoir de la confiance. Et en fait, généralement, tu vas bâtir ta crédibilité sur tes succès short term pour faire du pipe, pour expliquer que tu dois prendre un peu d'argent, un peu d'énergie, un petit peu de temps pour bâtir ton long terme. C'est loin d'être toujours réussi, pour être honnête, et je pense que c'est aussi un de mes enseignements ici, c'est que à la fin du game, c'est Keep de HubSpot qui disait ça là, il y a quelques temps, c'est beaucoup plus simple quand tu es le CMO d'une entreprise de comprendre qu'en fait le CMO de l'entreprise, c'est le CEO. Et à partir du moment où tu as compris que c'est le CEO, le CMO, et que tu n'es qu'un passager dans cette aventure humaine, mais dans cette aventure entrepreneuriale, eh ben, ça te permet d'accepter que tu vas pas forcément gagner toutes tes batailles, en fait, et que le plus important, c'est probablement d'être capable de délivrer une motion marketing qui sert l'entreprise aussi sur le long terme, même si tu vas pas toujours forcément être compris en interne. Ça, c'était mon côté philosophique, si je puis dire. Après, si je le ramène down to earth, il y a beaucoup de manières de montrer que cet impact long terme va nous rapporter du trafic. Tu vois, un outil assez évident pour moi, ça va être public relationship et analyst relationship. 2 motions dont généralement l'impact va être assez long terme, sur solidifier ton image auprès de la presse ou auprès des analystes, mais sur lequel on peut réussir à avoir des quick wins, une bonne parution, être sur le Gartner Quadrant un jour, etc. Assez short terme, qui te permettent, toi, de montrer à ton audience interne comment, en fait, ton effort sur le long terme permet de te renforcer ton ancrage sur le moyen terme, si je puis dire. J'aime beaucoup PR et AR, puisque c'est une très bonne définition de 2 postes de dépenses très élevés au marketing. Ça coûte cher, une agence PR aux US, sur lequel il ne va pas se passer grand-chose les 6 premiers mois, voire même la première année. Et toi, tu vas continuer à dépenser. Et si tu fais bien ton travail, la 2e, la 3e année, il va avoir un effet un peu cumulatif, que tu vas voir arriver. Mais c'est pareil, cette première année, il faut être capable d'expliquer que tu vas faire beaucoup d'efforts et que ça va probablement pas déboucher sur grand-chose. Et je pense que c'est ça un peu le switch d'aller up market, c'est comprendre que quand tu es dans du SMB, c'est très transactionnel, c'est très rapide,
Quand tu es sur de l'enterprise, tu crées sur le long terme et ça implique un petit peu plus de patience. Et les belles choses se construisent souvent, ça prend souvent du temps pour les faire. C'est presque la manière dont je résumerais le passage au upmarket, comprendre qu'on investit sur le long terme. J'ai l'impression que globalement, une autre manière de résumer la chose aussi, c'est voilà, la brand, upmarket, etc. C'est accepter la frustration. Ouais, mais c'est très bien dit, c'est clair. En fait, c'est accepter le fait que ce soit frustrant de ne pas avoir du résultat tout de suite. Tu mentionnais les PR. En fait, c'est ça qui m'a fait penser à ça. C'est aux US, tu vas dépenser 1 an, il va rien se passer, quoi. Absolument. Et encore plus loin avec les PR, tu vas dépenser relativement un beau budget aux US. C'est quoi un beau budget? Même une fourchette. Ouais. En dessous de $20,000 par mois, t'as rien d'intéressant. D'accord. Et en France, tu peux avoir des acteurs intéressants autour de 5 000, 6 000 euros, quoi. Ouais. Et donc, tu vas dépenser beaucoup d'argent aux US. Et à côté, tu as ton agence française, beaucoup moins chère, il faut le dire, qui va t'amener des résultats incroyables. Et tu dis, mais what? Mais est-ce qu'on s'est pas juste trompé de partenaire, quoi? C'est ça. Et ça, c'est encore le pire. C'est un des trucs qu'il faut vraiment combattre au marketing. Et je trouve que c'est un peu les problèmes de cette pensée court-termiste qui dit, ça marche pas avec ce partenaire, on change, on passe au prochain. Et je comprends le pragmatisme qui est derrière ça, mais changer de partenaire, ça veut dire repartir de zéro. Reconstruire. Sur quelles raisons on évalue le succès ou pas de ce partenaire? Je pense que c'est vraiment un apprentissage qu'on est encore en train de faire chez Pigment. Aller upmarket, ça demande d'investir sur le long terme. Et donc, c'est vrai, j'aime bien ton truc sur la frustration, puisque la frustration, finalement, on peut la ressentir tous au marketing. Vous aussi, de la frustration de temps en temps, surtout quand tu as l'impression d'avoir plus ou moins une vision. Je ne serais pas assez orgueilleux pour dire que j'ai une vision, mais en tout cas d'avoir quelques idées comment faire pour y arriver. Oui. Mais tous ces trucs, ça prend énormément de temps. Ouais. C'est presque normal. C'est un mot que j'aime bien utiliser parfois avec mes invités, c'est il y a un aspect... il faut y croire, en fait. Tu vois, c'est une affaire de croyance. C'est-à-dire que si tu ne crois pas qu'investir dans la brand, ça peut fonctionner... Déjà, c'est mort, tu vois. Il faut avoir cette croyance-là, quoi. J'aime bien ton parallèle, notamment parce que ça fait un vrai parallèle entre la fonction du marketeur et le moine ou la nonne. Et pourquoi pas? C'est vrai que parfois, on a un peu l'impression qu'il faudrait qu'on allume quelques cierges à gauche, à droite pour que les choses se déclenchent. Complètement. Mais oui, c'est vrai que c'est... pour filer ta métaphore, c'est vrai que c'est un vrai sacerdoce. Mais c'est un sacerdoce qui me plaît. Et donc là, tu mentionnais un peu les 3 piliers sur lesquels vous investissez. C'est quoi, globalement? Je vais les... regroupé en 2, tu as la brand d'un côté et puis le reste, quoi. Plutôt perf, même si c'est perf plus ou moins long terme. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux me dire, par exemple, aujourd'hui, en termes de spend, ou répartition budget, répartition d'efforts, globalement, comment vous splittez le truc? En très très gros, tout est dit de manière globale, hein, et donc je mettrais dans mon bucket brand awareness / demand gen versus lead gen. Ouais. Aujourd'hui, on doit probablement être à 60-65% sur de la lead gen et le reste sur du brand demand gen. Ce qui est, pour être tout à fait sincère avec toi, probablement un peu... Moi, j'ai un peu comme rationnel 80-20. Donc 80 dans le lead gen? Ouais. Et j'allais te dire... Franchement, il y a des bons investissements. C'est une bonne part de l'investissement qui est fait dans la brand. C'est cool. Oui, c'est vrai. Après, tout dépend de ce que tu mets dedans. Parce que moi, dans brand, je vais compter mes agences PR, je vais compter mon analyst relationship, etc. Oui. Mais de toute façon, pour moi, c'est clairement la clé à prendre ici. Et en fait, je pense que ce positionnement, il s'explique beaucoup par le modèle de Pigment, qui est très, très fort en outbound. Et je le dis à dessein puisque je sais qu'il regarde tous tes podcasts, donc j'espère que ça me permettra d'accélérer quelques requêtes. Mais il y a vraiment une motion de bande extrêmement forte chez Pigment, qui s'est bâtie très très tôt, qui utilise des outils très avancés sur le marché pour être capable finalement de taper les bonnes personnes de la bonne manière avec le bon message. Et en fait, quand je suis arrivé chez Pigment et que j'ai découvert cette espèce de rouleau compresseur, c'était très impressionnant. C'est la première fois que je vois ça, et je pense sincèrement que Pigment est une des entreprises les plus avancées en France sur le sujet. C'est bon. Sujet outbound. Ouais, la maîtrise de l'outbound et tout, et peut-être qu'un jour tu devrais les inviter parce que c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font. Où en gros, ils ont une liste de comptes qu'ils doivent taper, ils sont capables d'extraire les gens avec qui on veut aller et d'avoir suffisamment d'insights rassemblés sur le net pour avoir un engagement très customisé. Et ça, c'est vraiment impressionnant. C'est fait de manière très avancée et je les laisserai peut-être un jour lever le rideau sur ce qu'ils font. Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu arrives et que tu vois une motion outbound qui est extrêmement forte, qui est capable de toucher les bonnes personnes de manière relativement pertinente au bon moment, puisqu'il y a une autre motion dont je parle pas trop, mais en gros, ils sont capables de rassembler des insights en ligne. Par exemple, si
dans ton entreprise, tu cherches un nouveau Head of FP&A, une key persona pour nous, et ben très vite, on va t'engager en disant on a vu que tu cherches un FP&A, tu connais, enfin c'est très très bien fait. Et en fait, quand tu vois ça, tu te dis mais en fait, c'est quoi l'intérêt du marketing dans une telle motion en fait? S'il y a des gens, beaucoup de gens qui sont bien plus capables aujourd'hui de nous de targeter précisément la bonne personne avec le bon message, à quoi on sert? Et c'est vrai que j'ai presque eu une crise existentielle au début. On parlait de religion à un instant et le doute, ça doit toujours venir avec la religion, de se dire à quoi sert le marketing finalement. Parce qu'en fait, tout le playbook des années 2010 sur je vais faire mon white paper, je vais faire de la publicité, il y a des gens qui vont le télécharger, ils vont rentrer dans le nurturing. Predictable revenue. Voilà, c'est génial, ça a marché tout seul. Et donc, si j'augmente de 10% mon spend, je vais avoir 10% de plus de leads, etc. D'un coup, il est assez obsolète. Puisque. Oui. Et c'est plutôt pas mal en fait, puisque c'est-à-dire que la valeur de mon marketing, ça va pas tellement être de générer du net new leads tous les jours, mais plutôt d'être capable d'avoir une influence tout au long du funnel sur des gens qui vont un moment ou un autre toucher, et probablement de manière beaucoup plus fine et probablement de manière plus pertinente que moi à un moment. Typiquement, là, c'est-à-dire que chez Pigment, on le résume sur il faut qu'on fasse du top of funnel, du brand awareness, d'où l'importance de la marque en fait, pour que quand ces gens sont contactés par nos équipes, ils aient déjà entendu parler de nous d'une manière ou d'une autre. Et donc ça, c'est vraiment le premier truc. Et en même temps, on va être capable de shipper pas mal de choses bottom of the funnel qui vont aider la conversion de ces personnes aussi. Je suis pas certain d'avoir réglé tous les problèmes et c'est un playbook qui est encore très évolutif, mais c'est vrai que c'est une bouffée de fraîcheur par rapport à d'autres modèles marketing un peu surannés où tu dis il faut que j'achète des leads, tu vois des pauvres gens qui finissent par acheter des content syndicated leads pour remplir les objectifs de lead. Là, on est sur un truc beaucoup plus intéressant, beaucoup plus compliqué à monitorer aussi, pour être sincère, mais qui, je pense, ressemble un petit peu au futur du marketing de mon point de vue. Ouais. J'ai tendance à penser, tu vois, que l'ancien playbook, le côté un peu predictable revenue, c'est un peu considéré que le travail du marketing, la performance du marketing est complètement linéaire, tu vois. Et c'est ce que tu disais, j'augmente de 10% mon revenu, en fait, mon spend, et puis ça va augmenter de 10% mon revenu. Là, aujourd'hui, tu vois, on est dans un passage. Alors, il y a deux manières de voir les choses. C'est soit le travail du marketing, c'est d'amplifier les performances de l'entreprise, mais on peut avoir un peu cette vision linéaire aussi. Mais il y a aussi ce côté, en fait, le travail du marketing, il est exponentiel. Et du coup, on en revient sur la frustration. Au début, une exponentielle, ça prend du temps à démarrer, c'est clair. C'est pas joli à voir, en fait. Tu vois, tu te dis, c'est quand que ça arrive. T'as les sales, c'est linéaire. Toi, ton market, il est en bas. Tu te dis, non, mais quand est-ce que ça arrive? En fait, quand les choses, elles se mettent à cliquer, etc., ok, ça fait plaisir, tu vois. Ouais, c'est très pertinent ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'effectivement, tu as dit, le modèle sales ou BDR, c'est relativement simple. C'est j'augmente X plus de BDR et j'ai multiplié mon pipeline par X, quoi. Et dans ce modèle exponentiel, en fait, au début, tu penses que tu fais toutes les choses relativement bien, toujours des choses à améliorer, mais tu as l'impression que tout est là, en tout cas, quoi, et que tout tourne à peu près, et ça accroche pas, quoi. Ouais. Et il y a un moment où le rideau se déchire, et où tu dis ah mais ouais, et en fait d'un coup ça prend tout seul, et c'est vrai que c'est un moment extrêmement réjouissant. Je pense qu'on est au début de cette accélération exponentielle chez Pigment, mais c'est vrai que effectivement les 6 premiers mois tu passes beaucoup de temps à faire de la pédagogie, à gérer la frustration et à être capable d'expliquer ce que le marketing va faire, et peut-être plus important ce qu'il ne va pas faire aussi. Et tu vois, deux petits commentaires. Déjà, souvent le moment où ça clique, c'est aussi le moment où la performance sales, BDR, etc., elle se met un petit peu à plateauer, à atteindre un plateau, tu vois, parce qu'il y a forcément un moment donné où, en fait, c'est pas aussi mathématique que ça, tu vois, il y a forcément un moment donné où, voilà. Et donc, si le moment où la courbe sales, elle commence un petit peu à réduire, c'est le moment où la courbe marketing, elle commence à augmenter, tu vois, c'est là où, c'est cool, tu vois, genre, c'est là où tu vois vraiment le travail d'équipe qui se met en place. Et après, juste là, on disait les 6 premiers mois, c'est un peu frustrant et tout, où tu disais, le travail de marketing, c'est quoi finalement et tout. En plus, c'est vraiment le moment où tu dois travailler sur le product marketing, messaging, etc., qui, pour des personnes qui ne s'intéressent pas au marketing, c'est non mais arrête de faire mumuse. C'est clair, complètement abscon. Ramène-moi plutôt 3 events ou fais-moi un truc avec de l'AI. Exactement. Tu vois, au lieu de travailler sur ton messaging, machin truc, ça va. Moi, je le connais, le pitch. J'ai les slides. Si tu les veux, je te les file. C'est très proche de la réalité. Non, mais oui, c'est ça, tu vois. Et donc, là, c'est les 6 premiers mois. Putain, c'est dur. Après, une fois que tu sors les stylos, là, c'est bon. C'est la clé, faites des stylos. Je te dis, voilà un bon tips pour tous mes amis marketeurs. Non, mais j'aime beaucoup cette idée d'exponentielle, de gestion de la frustration. J'espère que le titre de ton podcast, ça sera pas le CMO frustré. Je suis sûr qu'on trouvera autre chose. Mais c'est un bon rappel. Vraiment, le marketing, c'est du temps long. Il faut être capable de l'expliquer. Il faut être capable d'avoir quelques quick wins pour s'acheter du temps, si je puis dire, en interne.
Mais c'est pas surprenant, hein, tu sais, la durée de vie moyenne d'un CMO, c'est 18 mois. C'est court par rapport à d'autres fonctions C-level au sein de l'entreprise. Ah ouais, complètement. Bon, on a parlé plusieurs fois des AI là, parce que t'es le CMO frustré. T'es frustré par les AI? C'est quoi ton problème avec les AI? Merci. Je pense qu'il faut faire une intervention, Jordan. Il faut parler de toutes ces directions marketing qui se sentent obligées de faire de l'AI parce qu'il y a un énorme FOMO. Enfin, déjà, parce que les entreprises qui vendent de l'AI ont très bien fait leur travail. Et comme je faisais partie de ces entreprises dans le passé, je le prends plutôt bien. Mais au-delà de ça, parce que comme l'AI c'est fancy, on va avoir le board ou le C-level qui va venir te demander on fait quoi avec de l'AI. Et on revient sur cette histoire de temps court. Tu te retrouves à courir un peu dans tous les sens en mode ah merde, il faut que je mette de l'AI partout, quoi. Moi, je suis assez. On parlait de foi tout à l'heure, assez sceptique finalement, un peu comme Saint Thomas. J'aimerais bien voir des impacts de l'AI forts sur les activités marketing. Et j'ai peut-être quelques contre-exemples, mais je demande pas mieux qu'être contredit dans les commentaires de ce podcast aussi. Le premier use case que j'entends partout au marketing, c'est on va faire plus de contenu, que ce soit vidéo, landing pages, blog posts, etc., dans une optique de SEO. Donc je suis personnellement assez critique. Faire beaucoup de contenu, c'est cool. Je pense que tu as déjà joué avec ChatGPT comme tout le monde. Est-ce que le contenu est vraiment de qualité? J'ai une opinion là-dessus. Moi, je trouve que ça se discute un petit peu en vrai. Est-ce que vraiment, une fois que j'aurai fait mes 1000 landing pages ou mes 2000 blog posts qui reprennent tous les keywords de mon industrie générés avec de l'AI, est-ce que ça va avoir un impact sur mon trafic? Oui et non. Et à cet égard, là, je ne sais pas si tu as vu dans la presse récemment, il y a une entreprise dont je ne donnerai pas le nom, qui fait un outil de planning pour les SMB, donc relativement proche de notre univers, qui a exactement fait ça l'année dernière. Donc grâce à l'AI, ils ont fait beaucoup de landing pages avec tous les keywords qui vont bien, et en gros ils ont fait encore plus simple, ils ont pris les keywords de référencement de leurs principal compétiteurs, ils les ont mis dans la machine, ils ont lancé 1000 landing pages avec tous ces keywords, et ils ont attendu, et l'impact s'est pas fait attendre en fait. Le trafic a augmenté de manière exponentielle, et donc l'agence et la personne qui a fait ça s'en est glorifiée sur beaucoup de réseaux sociaux. Et deux commentaires intéressants. Le premier déjà, c'est qu'on parle de trafic, et je pense que ça remet bien l'accent sur la question de l'AI, quantité vs qualité. Le trafic, c'est cool, mais c'est de la belle vraie vanity metrics quand on est au marketing. 100%. Ça m'intéresse plus de savoir... je pense que tu as compris. Hein. Oui. Et là, c'est un bon exemple de me dire, j'ai drivé plus de trafic, c'est cool, mais en fait, si tu as juste ramené d'autres bots qui ont scrollé ton site web, on arrive dans un univers un peu parallèle où les robots font du contenu qui va être lu par des robots. Et ça me semble assez intéressant comme perspective. C'est-à-dire que bientôt, on aura des commentaires de blog qui feront « Très bon article de blog, Roger 42 ». Et j'espère que tous ces robots s'amuseront bien ensemble. Mais plus sérieusement, en fait, surtout ce qui s'est passé avec cette personne-là, c'est que le moteur de recherche de Google a spoté que c'est du contenu AI et a dégradé leur ranking de manière catastrophique. Aujourd'hui, tu peux aller voir sur SEMrush, je te donnerai le nom après. Ils sont revenus à des niveaux avant 2020, en fait. Donc en gros, non seulement tout cet effort et cet argent leur a rapporté du trafic probablement pas du tout qualifié pendant un court laps de temps, mais a dégradé le ranking global de leur truc. C'est qu'une anecdote, mais pour moi c'est un bon exemple. Comme ça, et je pense qu'il y en a. Et franchement, quand on voit le contenu fait par du ChatGPT, c'est relativement facile à spotter. Et quand c'est pas facile à spotter, c'est juste que la team contenu l'a réécrit en gros, quoi. Oui. Je fais... Non mais complètement. Et alors ce qui peut être une aide pour l'équipe contenu, ça peut faciliter le travail de l'équipe contenu, mais en soi c'est vraiment c'est considérer que c'est un moyen et c'est pas la fin. Absolument. Waouh. Mais il faut qu'on passe plus de temps ensemble, Jordan. Tu vois, mais c'est considérer que l'AI c'est un moyen pour t'aider, mais c'est pas la fin, tu vois. C'est ça. Et c'est un truc. Moi qui produis beaucoup de contenu sur LinkedIn, j'ai affaire tous les jours aux commentaires générés par IA sur mes posts, et absolument toutes les personnes qui postent du contenu généré par IA, je les spot, mais à 100 km. J'ai même pas besoin de lunettes, tu vois. Et en fait, il y a aussi un autre truc, et j'en parlais hier avec David Remo de Iban First. Le contenu blog, contenu long généré par IA, j'ai l'impression de lire quelqu'un qui fait de la langue de bois en fait. Mais ouais, c'est clair, c'est de l'eau tiède à chaque fois, quoi. C'est des longues phrases, mais il n'y a pas vraiment d'infos. C'est un peu ça, mais on ne sait pas vraiment. Donc voilà. Tu lis le truc et tu es en mode oui, qu'est-ce que tu veux me dire là? Je comprends pas très bien où tu veux en venir en fait. Et c'est vraiment ça, quoi, le contenu IA. Ouais, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est marrant, puisque ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Pour moi, c'est une entorse majeure à la règle du marketing.
à la fin de la journée, pour moi, le but du marketing, c'est de raconter des histoires qui vont avoir un impact. 100%. Et donc, quand tu vas me raconter ton eau tiède sur tes 1000 pages de ranking pour essayer de bien ranker, enfin, tu perds juste ton temps de mon point de vue, quoi. Et on en revient, on parlait aussi de c'est quoi le rôle du marketing. Quand les boîtes, elles investissent massivement dans du contenu généré par IA, etc., on en revient au sujet de elles n'ont pas compris le rôle du marketing. Yes. C'est exactement pareil que l'histoire des stylos. Ah non, mais le marketing, son rôle, c'est de faire 1000 pages, en fait. C'est clair. Tu vois, alors que non, ce n'est pas ça. En fait, le goal, c'est pas celui-là, tu vois. Ouais, il y a quelque chose de plus grand qui nous anime, ou en tout cas des objectifs un petit peu plus intelligents qu'on devrait regarder. Et tu vois, là, on parlait tout à l'heure de court terme, de frustration. Je pense que c'est aussi le rôle des équipes marketing d'avoir le courage de dire à leur board, à leur CEO, bah en fait, c'est cool, mais c'est probablement une mauvaise idée, en fait. Et c'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est la seule solution. Enfin, je trouve. Oui. Ouais, je trouve ça après, je pense qu'il y a aussi un sujet, tu vois, aujourd'hui, notamment vis-à-vis des investisseurs, etc. C'est qu'il faut aussi se projeter dans les objectifs des parties prenantes. Et l'objectif d'un investisseur, c'est de pouvoir faire un upside sur la mise de départ. Et aujourd'hui, quand tu vois la valorisation du marché de l'AI, la valorisation des entreprises qui se mettent à faire de l'AI, etc., parce qu'il y a le prisme de l'AI, naturellement, en tant qu'investisseur, tu es un peu tenté d'aller voir les boîtes en leur disant « ça te dit pas, tu t'en mets un petit peu. Tu prends un peu le sujet parce que ça a un impact sur la valorisation des entreprises en ce moment, tu vois. » C'est clair. Et alors, juste pour être clair là-dessus, la Pigment a de l'AI comme beaucoup d'autres outils aujourd'hui, et parce qu'on sait que c'est un outil, comme tu l'as dit aujourd'hui, qui permet une meilleure utilisation, une meilleure efficacité. Et pour revenir au marketing, évidemment, tous les jours, on sert de l'AI pour m'assurer que j'écris bien en anglais, on s'en sert pour générer des images pour les blog posts, mais une fois de plus, c'est un outil et pas une fin en tant que telle. C'est amusant, dans mon précédente entreprise, donc tu t'en doutes, l'AI, c'était un gros sujet aussi. Un jour, j'avais parlé avec un mec qui disait en fait, l'AI, c'est juste comme de l'électricité. C'est aussi absurde aujourd'hui de me demander dans quelques années, de me demander ce que je fais avec de l'AI que si tu me demandais qu'est-ce que vous faites avec de l'électricité au marketing, quoi. Et effectivement, avoir cette vision, c'est se dire c'est juste un moyen parmi tant d'autres pour arriver à une fin, mais en aucun cas l'alpha et l'oméga. Et c'est vrai que je comprends la hype pour mes collègues marketing, et je comprends la pression aussi pour moi, mais je pense que c'est important d'avoir un langage un petit peu plus exigeant envers soi-même et envers les autres sur ce qu'on peut faire ou pas avec l'AI. Sur cet exemple de l'électricité, j'étais tombé sur un truc où je m'étais dit putain, mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant. On en revient au travail du marketeur, mais aujourd'hui, l'AI est un message marketing. Ouais. Alors que en fait, ça devrait être une feature. Absolument. Tu vois, et c'est vraiment, ça devient le message. Oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et par exemple, ce que je lisais, c'était personne ne sait expliquer ce qu'est un protocole TCP/IP. Pourtant, tout le monde utilise Internet et comprend bien Internet. Et on n'a pas besoin, les opérateurs Internet, ils sont pas en train de te vendre le TCP/IP, en fait. Clair. Ils sont en train de te vendre l'ouverture sur le monde et le machin et blabla de tout ce que te permet Internet. Et en gros, là, aujourd'hui, on est dans une phase où on est en train de te vendre le TCP/IP. Ouais, c'est tout à fait pertinent, et je pousserai l'analogie encore plus loin, parce qu'on avait beaucoup de questions sur ce sujet, en mode, aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas forcément de comprendre comment fonctionne l'AI pour se dire qu'en fait, l'output, ce qui va délivrer, nous intéresse. Ça pourrait être le TCP. Un autre exemple, et je ne sais pas comment fonctionne le TCP, je dois l'avouer. Moi non plus. Moi non plus. Un autre exemple que j'aime bien, c'est l'aspirine. Je ne pense pas que tu connaisses la composition chimique d'une molécule d'aspirine. Moi non plus. Pourtant, on sait juste que ça fonctionne et on en prend sans souci. Oui. Et c'est un peu la même chose avec l'AI aujourd'hui. 100%. Et ouais, je trouve que c'est un petit peu dommage quand je lis des interviews de mes camarades marketeurs qui sont obligés de faire des articles sur le sujet. Je pense qu'on manque un petit peu une vision du truc. Mais ça dit, pour terminer sur une note optimiste sur le AI, au marketing, quand j'entends parler d'AI, c'est toujours de la création de contenu. Et il y a des entreprises qui font des trucs intéressants, et peut-être qu'un jour on ira là aussi. Je regarde le marché avec intérêt. Un autre secteur de use case qui m'intéresserait beaucoup plus et sur lequel j'entends personne malheureusement, tout ce qui va être Ops, marketing Ops, le lead scoring. 100% d'accord. Ça serait incroyable de faire ça. On commence à y réfléchir chez Pigment, mais aujourd'hui on est sur du behavioral et du démographique. Si demain on avait un vrai truc AI avec des règles évolutives, ça serait incroyable, quoi, tu vois. Oui, je suis 100% d'accord. Et j'ai mis l'autre sujet en tête, marketing ops, un autre cliché, un truc qui date de la nuit des temps. Les listes de leads que tu vas récolter à tes events, qui sont toujours ultra dégueulasses, ultra scrappy, ça prend des siècles de les enrichir, de les cleaner. Là, moi, j'achèterais tout de suite un outil qui me livrait un truc clé en main et tout. Et bon, j'en entends moins parler. Peut-être que je regarde mal le marché, peut-être qu'aussi, justement, c'est un bon exemple d'un vrai usage du AI qui reste à bâtir aujourd'hui
plutôt que de se glorifier de créer des landing pages. Tu vois. Globalement, les sujets operations / data même, tu vois, un peu analytics, etc. Et je pense que vous, avec Pigment, vous êtes aussi sur cet enjeu AI data et operations. Effectivement, je pense que c'est très puissant. Et tu vois, j'avais fait un épisode avec Guillaume, Guillaume Roch, qui est directeur marketing de Google Cloud, où eux, voilà, ils ont un peu les use cases vraiment en avance de phase sur les AI. Et la plupart des use cases qu'il m'a cités, c'est des sujets operations et très liés à l'outbound aussi, comme tu disais, en fait, les briefs des SDR, ils sont générés de manière automatique parce qu'on est allé identifier les intents, les machins, on a combiné plein d'informations qui étaient un peu à droite à gauche. On sait que cette personne, elle a téléchargé 10 contenus qui parlent de cette thématique, donc a priori, il y a un sujet à traiter autour de ça. Et donc, vraiment, ce sujet Ops, effectivement, je pense que là où toi, normalement, il faut que tu ailles faire le travail à la main de attends, essayer de faire des liens, connect the dots, ça va me prendre 1000 ans. Là, en fait, ok, c'est fait. C'est clair. Et là, je vois vraiment la valeur ajoutée. Et je vois, en arrivant là chez Pigment, où il a fallu structurer tout le département marketing en partant de pas forcément grand-chose, c'était un bon reminder de l'importance de la fonction marketing ops. Et moi, j'achète tout de suite des solutions AI qui nous permettent d'aller un petit peu plus vite sur le sujet, c'est clair. J'en parlerai à Guillaume. Excellent. Bon, il y a aussi un sujet concernant Pigment, c'est la volonté de faire c'est même pas la volonté, c'est en train de se faire, l'internationalisation et notamment d'aller sur le marché nord-américain. Être positionné en France pour un leader marketing, être basé en France dans une boîte qui veut attaquer le marché nord-américain. Toi, t'es dans quelle posture ? Ouais, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'il y a ce temps 1 où on va dire qu'il faut développer IMIA, l'Europe, souvent Londres et Paris, et donc c'est facile pour toi de faire la navette ou même de couvrir, mais très rapidement, il faut arriver un petit peu à avoir suffisamment peut-être d'honnêteté avec soi-même pour se dire qu'en fait tout déjà n'est pas gérable de Paris malheureusement, ou peut-être heureusement en vrai, et surtout qu'en fait si tu veux vraiment scaler, ça n'a aucun sens de continuer à t'agripper, à essayer d'être indispensable partout. Je pense que c'est un cheminement personnel / professionnel que j'ai un petit peu commencé. Pour te donner l'exemple de Pigment, on a embauché une excellente leaduse marketing aux US qui couvre tout North America. Et finalement, la question se pose un peu de la relation de qu'est-ce que j'apporte à cette personne qui est extrêmement talentueuse, probablement autant si ce n'est plus que moi. C'est quoi la plus-value que je lui apporte et comment je lui permets, elle, d'être plus efficace. Moi, ça me ramène un petit peu quasiment au fonctionnement de mon équipe, finalement. J'ai la chance d'avoir des gens avec qui je travaille tous les jours, qui sont hiérarchiquement mes subalternes, hein, je pense que c'est comme ça qu'on dit en français, qui sont tous bien plus intelligents et bien plus experts que moi sur tous leurs sujets. Et il faut l'accepter d'abord parce qu'en marketing, les connaissances évoluent extrêmement vite. Ça serait illusoire / stupide de ma part de prétendre que je suis au courant des dernières avancées en termes de paid ou de product marketing ou même de type de contenu. Je suis plutôt bien plus content d'avoir quelqu'un qui passe la plupart de son énergie là-dessus. Et ça m'apporte la question, qu'est-ce que j'apporte à tous ces gens extrêmement talentueux ? J'essaie de leur donner une vision péniblement, j'allais dire, mais en tout cas, c'est ce que doit faire un manager, donner la vision globale, ou de me dire plus, en fait, mon rôle, c'est vraiment de m'assurer que j'enlève tous les blockers qui sont devant eux pour qu'ils puissent se concentrer sur leurs tâches, que ça soit faire du marketing en North America, faire du bon product marketing, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est un positionnement qui est difficile, parce que tu passes vraiment du statut du dieu omniscient, du Pantacreator, quand tu es une toute petite entreprise où tu fais tout au marketing et tu connais tout, à un truc en enterprise où il faut accepter que tu abandonnes des aires de compétences, d'expertise à des gens qui sont dédiés. Et que ça soit finalement géographique ou même que ça soit sectoriel, hein, comme je te dis, product marketing ou paid, ou même contenu, c'est ce qui fait tout l'intérêt de la chose, à mon avis, et qui permet de grandir. Donc en gros, là, long story short, on a un très bon leader aux US qui fait extrêmement bien son travail et qui, bien sûr, je parle tous les jours, sur lequel j'apporte ma connaissance de l'entreprise, je réaligne sur les grandes campagnes, la vision, etc. J'essaie de solver tous les problèmes pour permettre à cette personne d'être la plus efficace possible. Mais c'est vrai que je vois plus ma fonction de leader marketing comme quasiment un enabler pour mes leaders en dessous, pour qu'un jour ils puissent tous me remplacer. Et je pense que c'est là que tu vois que tu as fait du bon travail, c'est que les gens que tu as embauchés pourraient être remplacés. Moi, j'appelle ça le crash test du bus. Si demain, je me fais écraser par un bus en m'en allant de ton studio, là, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me remplacer dans l'équipe ou est-ce que c'est la merde ? Me concernant, la réponse est oui, il y a des gens qui peuvent me remplacer et c'est probablement une très bonne nouvelle pour l'entreprise.
Bon, moi, je suis mort de toute manière, donc ça change plus grand-chose. Ok. Table en bois, on touche, hein, n'est-ce pas? Merci, Jordan. Ok. Le challenge de l'international aussi, vous êtes, il y a le sujet de la brand, on en parlait tout à l'heure, hein, et notamment des sujets de contenu. Voilà, on fait le lien aussi avec le sujet des AI, etc. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à traiter ce challenge-là, tu vois, de brand, content et internationalisation notamment? Ouais, le sujet du contenu, c'est un sujet qui me fascine parce que je pense qu'on est vraiment sur le cœur du marketing. Donc pour moi, je sais dire raconter des histoires. Et en même temps, un sujet qui me frustre immensément, puisque quand je prends un tout petit peu de recul en B2B SaaS, même en B2B, la première chose que tu entends, un espèce de truisme, enfin un truc que j'ai trop entendu, c'est B2B, on vend surtout people to people, il faut s'adresser aux humains, blablabla. Bla bla bla. Ok, cool. Moi aussi, ça je le dis. Hein. Ouais, je sais bien, je préférais éviter que tu sois embarrassé. Et donc on le sait tous, ok, c'est vraiment Ça, le 101 du tous. marketing en B2B. Ça n'empêche pas qu'à la fin de la journée, on va se retrouver à faire des white papers 100%. Qui vont être gated sur un PDF ou ce genre de truc. Et donc en gros, si je prends cette approche, j'ai essayé pendant toute ma carrière de vraiment créer du contenu un petit peu différent. Je me dis, quand je pense à ma consommation de contenu, elle est perpétuellement en concurrence avec ce que je pourrais faire sur Netflix ou sur Amazon ou sur Spotify. C'est un bon exemple. Ton podcast est sur Spotify. Pourquoi est-ce que je passerais une demi-heure de ma vie à écouter ton podcast versus écouter... Le dernier album de Tame Impala, par exemple. Par exemple. Alors, tu as des références très, très cool. Attends, moi, j'ai écouté un truc un peu plus honteux récemment. J'en ai plus que c'est probablement la dernière chanson de Miley Cyrus. Que j'ai trouvé très cool. Voilà, c'est ça. Mais elle dure 3 minutes, donc il faut que j'écoute 10 fois pour... Et donc, à partir du moment où tu dis, bah, en fait, je suis en concurrence avec tout le contenu qui est disponible aujourd'hui, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, comment est-ce que je fais pour tenter de m'en rapprocher au maximum? Quand tu prends cette optique, d'un coup, tu réalises que 90% de ton activité contenu, faut pas l'acheter à la poubelle, bien sûr, mais il faut considérer qu'il y a peut-être d'autres choses que tu pourrais faire. Et donc, il y a quelques initiatives que j'ai eues dans le passé dont je suis très fier. J'ai fait un documentaire sur les data scientists qui était, de mon point de vue, plutôt pas mal. Et c'était un gros kiff de dire que j'étais producteur de films pendant un moment. C'est hyper canon comme idée. J'ai ma fiche sur IMDb. Non. Tu peux voir. Si. Oh, alors ça... J'ai même, ça restera entre nous, mais il est pas impossible que j'ai acheté des likes en Inde sur la... On fait ce qu'on peut, hein, c'est triste. Mais donc, faire un documentaire sur donc les data scientists, qui était une key persona pour nous à l'époque, c'était génial parce que déjà c'était une expérience de contenu extrêmement enrichissante, extrêmement différente. Et mis à part le côté fun ou dire que je suis producteur, c'était super intéressant. Tu avais un asset que tu pouvais pousser online, que tu pouvais recouper pour faire des petits bits, des snaps, je sais pas comment t'appelles ça, snippets, merci. Tu peux aussi faire des visionnages offline chez tes clients, chez tes prospects, à des events. On a organisé une avant-première VIP à Paris, à Londres, à New York. Enfin, on s'est vraiment fait plaisir, mais à la fin du game, c'est un outil qui a extrêmement impacté notre marque et qui a eu un impact très clair sur notre business, si je puis dire. Donc excuse-moi, je diverge un petit peu, mais j'ai toujours essayé de créer des contenus ou d'impulser la création de contenus qui nous permettent d'être un petit peu différents. Chez Pigment, on travaille sur 2 ou 3 autres projets. Certains marchent, certains ne marchent pas aussi, pour être tout à fait sincère. Et je pense qu'il faut le prendre avec une certaine humilité. Une de mes références, un truc que j'aimerais bien réussir à faire, c'est la compagnie The Arc Browser. Donc c'est un navigateur internet, tu connais ? Ouais. Ah, top. Le CEO, dont le nom m'échappe, je suis sûr qu'il me pardonnera, réussit à raconter les aventures de sa vie en mode quasiment vlog, en mode complètement vlog. Ouais, complètement. Et c'est incroyablement bien fait, incroyablement convaincant. J'imagine qu'il y a du travail derrière, évidemment, mais j'aimerais réussir à arriver à ça un jour. Et je me dis, waouh, c'est du SaaS B2B, on est en train de vendre du browser, on doit être sur un ACV. Non, on est sur du B2C, excuse-moi quand même. On est quand même sur du B2C, oui. Mais je pense qu'ils ont une petite activité B2B. Mais je me dis, ça aussi, on devrait être capable de le faire, en fait. Et pour moi, le bench, c'est ce que je peux regarder sur Netflix et sur Amazon en termes de positif. Et en termes de négatif, c'est tout ce que je vois sur LinkedIn toute la journée. Des contenus qui... Je parle pas de ton podcast. Non, mais évidemment. Des contenus sans beaucoup d'intérêt ou que tu as déjà l'impression d'avoir vu 1000 fois. Mais j'ai pas un truc que j'ai toujours pas réussi à craquer, c'est le Customer Testimonials. Je sais faire des beaux Customer Testimonials. J'ai pas réussi à renouveler ce format, cet exercice pour le moment. Je suis d'accord. C'est un exercice challengeant. Ouais. Mais, et puis, en fait, la problématique aussi, c'est que ça concerne pas que toi. Ça concerne d'autres personnes, c'est eux que tu vas mettre en scène. Tu joues aussi à eux comment ils souhaitent être mis en scène.
ce qu'ils sont prêts à faire, pas faire. C'est toujours un peu challengeant ce truc-là, quoi. C'est clair. J'ai un très bon exercice pour ça. Dans une vie passée, donc on faisait un customer testimonial avec une grande entreprise aérienne basée au Moyen-Orient. Et c'était pile la période où Drive to Survive faisait un carton sur Netflix. Tu vois ce dont je parle, j'imagine. Je suis en train de regarder la dernière saison en ce moment. Bien sûr. Comme des millions de personnes, j'ai découvert la F1 par le prisme de ce truc. Exactement. Et j'étais vraiment bluffé par l'editing et la manière dont ils arrivaient à raconter des histoires, mais aussi par les effets graphiques qu'ils créaient, qui sont relativement basiques dans l'univers de la télé ou du cinéma, mais qui n'existent pas dans notre univers. Ouais. Par exemple, ils faisaient des travelling au ralenti ou du slow motion sur des gens qui marchaient, et ma tête explosait. Et donc, on a essayé de monter ça avec ce client aérien. Et c'est une histoire dont je peux parler, puisqu'ils ont dit oui. Et donc, si vous allez chercher en ligne un customer testimonial de cette entreprise, vous allez voir nos clients marcher au ralenti avec une musique épique. Et c'était un moment de joie qui permet de compenser avec la frustration qu'on a de temps en temps. Excellent. Ça, pour Pigment ? Non, pas pour Pigment. Ouais, bon, pour Pigment, vous verrez bientôt, je pense. Aïe, 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 le teasing, la bande-annonce. On veut la bande-annonce. Ok, c'est quoi tes prochains challenges, les prochains challenges de Pigment là ? Prochain challenge au marketing, c'est Ops, Marketing Ops. Okay. Il y a tellement de choses qu'on fait déjà très bien aujourd'hui et je remercie l'équipe Ops de Pigment, peut-être qu'elle va aussi écouter, qui fait un travail extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, on est au début de ce voyage, d'être capable de traquer de manière encore plus fine, de reporter et d'influencer notre stratégie marketing. Un exemple tout simple et tout concret. Aujourd'hui, quoi qu'en disent beaucoup de gens, je pense que le choix des events qu'on fait peut être relativement fait de manière aléatoire. On y était l'année dernière, c'était sympa, ouais. Bon, ok, cool. En fait, dans un futur très très proche, on devrait être capable de vraiment computer l'impact de chacun des events, long term, short term, middle term, short term, bref, t'as compris, pour vraiment faire des choix informés sur c'est quoi l'event qui fait du sens de refaire pour nous l'année prochaine. Même chose sur les campagnes de paid. Chez Pigment, je dois faire tourner 50, 60 campagnes de paid en même temps. Je te mentirais aujourd'hui en disant qu'on arrive à avoir une vue suffisamment granulaire pour optimiser en temps réel ou tous les jours le truc. Un petit peu d'AI, beaucoup d'ops pour arriver là. Gros sujet et sujet ingrat, il faut le reconnaître. Pas aussi cool que faire des vidéos en slow-mo, malheureusement, mais probablement aussi important si ce n'est plus. Ça, c'est mon 1. Le 2, continuer la pédagogie en interne sur ce temps long, être capable de... Et donc, c'est lié à pouvoir montrer l'impact sur le long terme, pouvoir faire de la réassurance en interne. De manière générale, je trouve que le marketing fait toujours tu sais, on dit les cordonniers sont les plus mal chaussés. Le marketing est toujours assez mauvais en communication interne. Et je ne l'applique pas à Pigment, même si on pourrait, je pense. Je pense qu'il faut... Enfin, j'espère qu'on va faire beaucoup plus. Et on va faire beaucoup plus pour expliquer, rassurer. Et pour moi, un outil que j'adore, là j'en parlais avec certains membres de réseau marketing, c'est une étude que j'envoie à la fin de l'année à tout mon GTM pour leur demander qu'est-ce que vous avez aimé de cette année, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que vous voudrez faire l'année prochaine. Et petit disclaimer, j'adorais prendre le crédit de cette idée, mais malheureusement ça ne vient pas de moi, c'est mon CMO chez Dataiku qui avait fait ce truc-là génial. Génial. Enfin, on parle d'un typeform, ça prend 10 minutes à faire, tu l'envoies à tout ton GTM. Les insights que tu trouves sont incroyables, tu comprends ce qu'ils voient, ce qu'ils ne voient pas. J'ai eu 50 réponses cette année, aucune d'entre elles m'a mentionné notre effort paid. Ce qui est incroyable, puisqu'on dépense quasiment la moitié de notre budget marketing sur du paid, ça n'existe pas. Et donc, ça permet de se poser des bonnes questions sur de quoi on parle et comment on en parle. Par contre, à côté, tout le monde veut faire plus d'events. Cool. Et donc là, vraiment, tu as la transcription de l'event, je le vois, on en parle. Le paid, c'est sur LinkedIn, j'ai pas trop d'opinion. Alors qu'en vrai, je suis a priori pas ciblé par les ads non plus. A priori, si tu as bien fait ton travail, tu n'es pas ciblé par les ads. Dans une autre vie, on enlevait cette capacité. On voulait que les gens de l'entreprise voient les ads aussi pour qu'ils comprennent qu'on faisait un truc. Ce qui était pas mal. Tu payais beaucoup d'argent pour faire de la communication interne, mais pourquoi pas après tout. Et c'est un exercice ultra révélateur qui montre à quel point le marketing doit sans cesse mieux communiquer sur ce qu'on fait et être capable, une fois de plus, de sortir du syndrome goodies t-shirt. Complètement. Le marketing interne, complètement sous-coté, je trouve. Ah, clairement. Et je pense que notre péché originel au marketing, c'est que tout le monde a déjà organisé une fête d'anniversaire. Et donc, à partir de là, tout le monde pense que le marketing, c'est facile. Et ça l'est pas, on le sait. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse encore plus d'efforts chez Pigment ou partout pour être capable de l'expliquer, quoi. Oui, puis le marketing, c'est un truc... Tu es confronté au marketing au quotidien, ouais, c'est ça. Et donc tu as l'impression de connaître parce que tu es consommateur de marketing non-stop. Tu as vu une publicité en fait. À la télé, voilà. Absolument. Et je pense que c'est vraiment un biais fort contre lequel le marketing doit lutter, complètement. En montrant la technicité, la science qui est derrière, les mathématiques. Et je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant, mais c'est clairement un des biais les plus forts du marketing de mon point de vue. Et pour la petite anecdote, moi j'ai pas commencé ma carrière dans le marketing et j'ai pas fait des études dans le marketing et tout, et je me souviens très bien quand
quand je suis rentré dans les études supérieures, j'avais la possibilité de faire du marketing et je me disais, qu'est-ce que C'est clair. ce bullshit, machin. Et en fait, ce qui m'a fait rentrer dans le marketing, c'est le growth hacking, l'époque machin. En fait, qu'est-ce qui m'a séduit ? C'est le côté, ah mais attends, il y a de la data. Ouais, c'est clair. Tu vois, ce côté, d'un coup, cette espèce de truc un peu bullshit, nébuleux, il y avait une application concrète, data, prise de décision, etc. Et le côté rationnel m'a réconcilié en fait avec la discipline. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. C'est marrant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et vraiment, je me souviens que c'est ça, moi, qui m'a rattaché au marketing. Et donc, ce côté data très rationnel m'a ouvert la porte après de tous les éléments de psychologie, etc., qui sont beaucoup moins mesurables et tout ça. Mais voilà, en fait, ça a été ma porte d'entrée. Et le fait de, quand on te parle dans les études de Danone et de machin et de trucs, tu te dis oui, bon, ciao, clair. Tu vois. Les use case tout pété marketing qu'on faisait dans les écoles de commerce, c'est clair. Tu vois le truc ? Ouais, bien sûr. Donc effectivement, c'est un truc, il faut pouvoir se battre. Et dans les entreprises, tu as toujours ce truc de... Hier, j'ai vu un documentaire sur Capital, sur machin. Tu sais qu'ils ont fait une campagne bidule. On devrait faire la même chose. Je vais continuer à me plaindre, mais après j'arrête, je te promets. C'est exactement le même impact que tu vois sur le LinkedIn, où il va y avoir des gens plus ou moins sérieux qui vont vanter leur dernière incroyable marketing hack, qui ont délivré plus de 2000% de ROI. Et on peut pas en vouloir aux gens qui connaissent pas le marketing à fond de s'exciter pour ce genre de sujet. Totalement. Ou de s'imaginer qu'il y a des low hanging fruits. Qu'il faut juste se baisser pour les ramasser. Je pense que c'est notre travail de faire plus de pédagogie. Mais pour terminer sur une note plus positive, peut-être, je pense que exactement ce que tu dis, la rationalisation du marketing permet de montrer qu'il y a des qualités plus fortes que juste se dire qu'on va organiser un event et imprimer des goodies. Et je pense que dans ce nouvel ère dans lequel on est entré depuis 1 ou 2 ans, où il y a un focus beaucoup plus fort sur le retour sur investissement, les choix que tu fais, ça favorise tout à fait ce genre de profil et ce type d'analyse. Totalement. À l'opposé de là où on était dans les années 2010, où c'était croissance à tout prix, et où effectivement le retour sur investissement n'était pas toujours considéré avec la même acuité qu'aujourd'hui. Oui. Puis je pense qu'il y a aussi une maturité sur les canaux digitaux, etc., qui n'est plus du tout la même également, quoi. Donc voilà. Ce qui était considéré comme des hacks il y a quelques années sont maintenant c'est clair. C'est vraiment la norme. Donc en fait, tu vois, rien que ça, en fait, ça un shift en termes de mindset, quoi. Ouais, c'est pertinent. On a le retargeting, c'est un bon exemple d'un truc qui est aujourd'hui complètement banalisé et qui a 5-6 ans était waouh. Ah ouais, complètement. Romain, écoute, top. Moi, j'ai fait le tour de tous mes petits sujets. Pour les personnes qui veulent te contacter, en savoir plus, c'est où ? C'est LinkedIn ? Tu connais ? Ouais. Oui, toutes les personnes, je sais pas, je suis pas certain d'avoir beaucoup plus de choses intéressantes à leur raconter, mais c'est toujours super intéressant pour moi de parler avec mes autres marketeurs, de voir la divergence de points de vue, l'avancée qu'on peut faire. Je trouve que c'est une des forces qu'on a en France et dans les communautés dont toi et moi on fait partie. C'est très ouvert, ça partage assez ouvertement les problèmes. Je ne l'ai pas vu dans toutes les industries et donc c'est vraiment une des forces qu'on a sur cet écosystème de mon point de vue. Ouais. Qui est quand même un écosystème très tech. Ouais, c'est clair. Mais effectivement, il y a un vrai écosystème, une vraie communauté et des gens qui veulent s'entraider, etc. Donc c'est hyper agréable. Ouais. C'est clair. Et puis on le voit aussi parce qu'il y a objectivement plutôt des très bonnes boîtes françaises de tech, ce dont pas tous les pays d'Europe peuvent se vanter, sincèrement. C'est plutôt une chance pour tout le monde. Je suis d'accord. Écoute, c'est top. Donc, les personnes qui veulent t'écrire, du coup, c'est sur LinkedIn. Ou n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, le like, tout ça. Et puis, je t'enverrai s'il y a des questions. Comme ça, tu répondras. Et n'oubliez pas de télécharger mon dernier white paper, s'il vous plaît. C'est important pour le trafic du site web. Exactement. Écrit avec une IA, évidemment. Merci à toutes les personnes qui écoutent encore cet épisode à ce moment-là. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Romain. Merci. Salut. Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!